Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré, édition du 13 novembre 2022. Cette semaine, nous avons des extraits des conseils municipaux de Berthierville et de Saint-Cuthbert. Donc, Berthierville qui fait un résumé de l'année qui s'est passée en tant que maire et qui confirme les contrats d'emploi tant au niveau de la direction générale et de la personne qui est à la trésorerie de Berthierville. Au niveau de Saint-Cuthbert, M. Richard Bellumeur, maire de Saint-Cuthbert, a fait une courte allocution avant le début du conseil municipal de lundi dernier et a présenté les réalisations du conseil qui a eu lieu lors de la dernière année, donc la première année de mandat de ce conseil municipal. Et il a par la suite présenté les projections, les plans pour la prochaine année. Maintenant, nous avons parlé avec Yves Perron qui nous parle d'une mission parlementaire qu'il a fait en Asie-Pacifique, plus précisément en Thaïlande, et par la suite, quelques réactions avec les sujets du jour à Ottawa, donc les sessions parlementaires qui sont recommencées à Ottawa, et c'est vraiment plein d'activités, plein de nouveautés. Maintenant, nous avons rencontré Philippe Denis, qui est le commissaire de l'exposition sur l'artiste, Mme Francine Vandelac. Donc, M. Denis nous parle de son expérience en tant que commissaire et de sa rencontre avec Francine Vandelac. Et Francine Vandelac, c'est une femme qui a fait du crochet, tu corrigeras au montage, qu'elle a fait, Mme Vandelac a fait du tricot, excusez-moi. Le terme, Mme Francine Vandelac, bien connue dans le domaine de la mode, c'est une entrepreneure qui a fait du tricot, qui a présenté des créations et vraiment mis le tricot dans les années 70-80 au goût du jour. Par la suite, elle a fait une transition vers des œuvres, de l'artistique, vraiment des produits, vraiment des présentations très intéressantes. Donc, c'est vraiment une exposition qui a lieu ce mois-ci jusqu'au mois de janvier au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. Donc, une belle sortie à faire en famille dans le bout de Repentigny. Donc, avec la saison froide qui arrive, c'est toujours intéressant d'aller visiter des musées. En terminant cette semaine dans Dautré, on vous fait un petit rappel de la prestation qui a lieu à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. La prestation était un concert présenté par la chorale de l'église Sainte-Geneviève, donc sous le thème « Si Berthierville m'était chanté », avec la participation de M. Claude Sauvageau en tant qu'animateur et présentateur de certains faits historiques de Berthierville, et aussi la participation spéciale de M. Alexandre Sylvestre. On connaît M. Sylvestre, c'est un baryton, un chanteur lyrique bien connu dans le monde de la musique classique. Il est reconnu aussi pour chanter souvent l'hymne national lors des matchs du Canadien. Donc, Alexandre Sylvestre, qui est natif de Berthier, est venu chanter en solo et aussi avec quelques pièces de la chorale. Cette chorale qui est sous la direction de M. Pascal Grosse. Ce fut un événement très intéressant et durant cette activité, les maires Dominique Perrault et Robert Puffal, soit le maire de Berthierville et de Sainte-Geneviève de Berthier, ont pu remettre aux citoyens un album souvenir pour souligner les 350e anniversaire de Berthierville. Donc, bref, ce fut une belle journée et on vous rappelle que nous sommes toujours à tous les dimanches notre résumé de la semaine, mais vous avez aussi à tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, notre bulletin de nouvelles quotidien qui vous parle des activités dans la région et dans la MRC Dautré et aussi sur les villes que nous couvrons. Sur ce, bonne écoute. Petit moment de réflexion, mon allusion tantôt au 4 novembre, c'est le 7 novembre, ça fait un an qu'on est en poste, donc je l'ai mentionné aujourd'hui sur mon compte Facebook officiel que je suis très, très, très fier de cette première année. Je tiens à remercier encore une fois les anciens conseillers, plein d'expérience, qui nous ont accueillis à bras ouverts. On n'était pas attendu avec une brique et un fanal, au contraire, on a été très, très bien accueillis et je pense que ça s'est reflété dès nos premières réunions.
Je veux féliciter mes collègues plus jeunes qui ont... Plus jeunes, M. Lahaye, qui fêtent leur première année. C'est 1 an, donc des bébés conseillers. Donc, tout ça pour dire aussi qu'on a vraiment passé une année très chargée avec le 350e. Je pense que ça a été une très, très belle année. Beaucoup de séances extraordinaires pour arriver à mettre tout ça en place. Merci spécial à Mme Dubois qui, je pense que d'une main de maître, a su nous organiser pour qu'on puisse avoir un conseil, disons, solide et uni. Puis vraiment, ça c'est peut-être ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir pu travailler avec une équipe qui, dans la compréhension, dans le respect, on entend toutes sortes d'affaires des fois sur des conseils. On n'est pas à l'abri des différends, mais je pense que le respect, ça a été le plus grand point de cette année-là. Et puis, moi, en tout cas, comme maire, je n'aurais pas pu être plus heureux de ce travail-là. Et les 3 prochaines années, ben, je pense que ça s'enligne bien. On a plein de projets, je le disais, on a des projets qui s'en viennent, qui ne sont pas nécessairement... on peut pas peut-être en parler, on aurait le goût des fois de dire des choses. Beaucoup de choses sont enclenchées, beaucoup de choses sont en marche. Et on a très hâte à 2023. Entre autres, on peut en parler de façon franche. Notre fameux plan d'urbanisme, nos règlements d'urbanisme, donc ça s'en vient en janvier, février, mars, au courant de la prochaine année. Ça, c'est un gros projet pour Berthier. C'est un projet qui va être porteur pour le développement. On a annoncé aussi qu'on avait un projet de rénovation de l'aréna. On a annoncé aussi qu'on veut mettre en marche, on veut développer, on veut peut-être voir la possibilité de faire une étude pour le parc du Chemin du Nord. Donc, gros projet. Fait que très heureux de ça. Fait que merci tout le monde. Puis merci évidemment aux gens de Berthier qui nous font confiance. Puis je pense qu'on a un très bel avenir devant nous. H6, contrat à durée déterminée pour un autre poste, donc pour le poste de trésorière. Alors, M. Frenière. Considérant que le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre la Ville de Berthierville et Mme Karine Tremblay vient à échéance le 3 juin 2023, considérant le développement en cours du territoire de la Ville de Berthierville, nécessitant de scinder en 2 postes distincts, celui de trésorière, de directrice générale adjointe et greffière adjointe, considérant que le conseil municipal souhaite conserver à son emploi Mme Tremblay au poste de trésorière, en conséquence, je propose de renouveler le contrat de travail de Karine Tremblay au poste de trésorière, et ce, selon les termes et conditions stipulés au contrat à durée déterminée de 5 ans, débutant le 4 juin 2023, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville lesdits contrats. Ça nous fera plaisir aussi de signer ce contrat. Dans le fond, si vous avez compris, on fait une réorganisation. On fera une réorganisation là, à cause du développement. Puis comment la ville s'enligne dans l'avenir, ça va être important de peut-être réorganiser. Et Mme Tremblay, on est très heureux de signer ce contrat-là, de prolonger son contrat. Alors, c'est appuyé par... Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée de conseil du 7 novembre. On constate le quorum, donc on peut débuter tout de suite. Mais avant de débuter l'ordre du jour, je vais profiter de l'occasion pour faire un petit bilan de notre année. Ça fait déjà 1 an que j'appelle toujours le nouveau conseil est là, mais ça fait 1 an qu'on est là. Disons qu'on a vécu un post-pandémie. On a fait plusieurs assemblées, puis assemblées et sessions de travail en Zoom ou autre. C'était pas évident de commencer dans ces conditions-là pour un nouveau conseil. Fait qu'on a vécu la période post-pandémie. Cet été, on avait un employé qui nous a faussé compagnie. C'est une drôle de façon de dire ça. C'est le décès de François Ricard. Ça a créé un vide, disons que dans notre plan de match pour la gestion des employés et la gestion du travail sur le terrain, disons que ça nous a affectés aussi. Mais parmi tout ça, bien, on avait différents dossiers, comme le dossier de sécurité. Je me souviens, on l'avait mis en haut de la liste à notre première assemblée. Bien, le dossier de sécurité, le dossier de la vitesse.
On a fait l'acquisition de radars de vitesse. Ils ne sont pas tous installés encore, mais on les a. Acquisition de panneaux de vitesse, des 30 km/h, des 50, des 60 km/h. C'est nouveau maintenant, on a 30 km/h dans la zone scolaire. On a fait l'acquisition de dos-down, on a fait l'acquisition de panneaux indiquant qu'on est une municipalité agricole. Donc, on avance dans le bon sens de ce côté-là. Du côté du parc municipal, on a fait l'embauche d'une firme d'architectes pour essayer de planifier pour les 5 à 10 prochaines années. On veut savoir où est-ce qu'on s'en allait avec ça pour l'aménagement du parc, l'aménagement complet du parc. Fait que ça nous a donné des idées. On sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va avec les idées du parc. On va faire probablement l'acquisition d'une parcelle de terrain auprès de la commission scolaire où était l'ancienne patinoire. On voudrait remettre la patinoire là, si possible. On va essayer de s'entendre avec la commission scolaire. Puis patinoire qu'éventuellement, on ne sait pas, dans 5-10 ans, il va-t-il être question de mettre un toit là-dessus? On va être propriétaire du terrain à suivre. L'anneau de glace, disons que c'était apprécié l'année passée. On va répéter cette année, mais on va essayer de le répéter et le faire un peu plus grand. Les organismes de la municipalité, je l'ai déjà mentionné, on est allé à un congrès il n'y a pas si longtemps, des municipalités, puis on est une des municipalités qui a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'organismes. Encore une fois, merci. C'est ces organismes-là qui font qu'on est une municipalité qui est vivante, qui se passe quelque chose. On va pas nécessairement aller si loin que les bénévoles, c'est une denrée rare, mais nous, on en a. Donc, on est bien content d'avoir nos bénévoles dans la municipalité. Puis, on est heureux que Action Loisirs aussi renaît de ses cendres, c'est le cas de le dire, pour des activités extérieures ou autres. Disons qu'on va contribuer le plus qu'on peut aussi, puis on va continuer à contribuer à tous nos organismes, les soutenir. Le jardin permaculture. Le jardin permaculture, les travaux ont débuté, l'étang est là, l'étang est creusé, l'aménagement a commencé. Bientôt, il va y avoir la remise au printemps, la classe verte qui va être là. Donc, les travaux continuent. C'est le cas de dire, tout continue, ça va bien. On avait un gros dossier aussi en marche, c'est les chemins forestiers. On a su il y a 1 an et demi qu'on était dans l'obligation d'entretenir ces chemins-là. On a mis les efforts nécessaires. On n'a plus que le 3/4 de fait, à peu près. À peu près le 3/4 de fait. Ça va bien. Il faut finir ça l'été prochain. Donc, c'est bien parti de ce côté-là aussi. Disons que ça a pris beaucoup de temps homme. Disons qu'on s'en est ressenti. On avait beaucoup d'employés cette année. On va essayer de stabiliser ça pour l'année prochaine. Le toit de la patinoire, je l'ai soulevé tantôt. Il a fallu se retirer de ce dossier-là. Disons que les matériaux et le coût de la main-d'œuvre, ça ne va pas doubler, ça l'a triplé. Il a fallu qu'on mette de côté la belle subvention de 800 000 qu'on avait devant nous. Mais c'est partie remise. On va essayer de trouver ça d'une autre façon, puis trouver une autre façon de mettre un toit sur cette patinoire-là. Fait que à suivre pour ça aussi, c'est partie remise. On a fait quelques changements à nos règlements de zonage municipaux. Puis mais on a remarqué qu'on travaillait surtout à la pièce, là. Fait que on va engager une firme qui va nous remodeler notre réglementation municipale. Et on va aller de l'avant là-dessus pour la mettre au goût de 2023. Fait que à suivre aussi là-dessus. En 2023, on va voir l'implantation du comptoir alimentaire. Ça va voir le jour. Tout ça, c'est en collaboration avec En toute amitié de Berthier. Saint-Cuthbert va être un genre de point de service de toute amitié. Bon an, mal an, à cet temps-ci, il doit y avoir 12 à 15 familles qui vont à toute amitié, mais on s'attend à ce que ça monte un peu dans la situation qu'on vit actuellement. Donc, on va contribuer et on va aider au comptoir alimentaire de Saint-Cuthbert aussi. En étant post-pandémie, on était heureux de faire revivre rendez-vous au cœur du village, rendez-vous familial. C'était un succès dans les 2 cas. Donc, partie remise encore là. On va continuer. Si on peut faire encore mieux,
tant mieux. Tout ça, c'est en compagnie de nos bénévoles, fait que à suivre aussi là-dessus. On a eu des activités comme les tournois de pétanque, les tournois de poche. Ça a été pas mal couru, c'était très bien. Donc, à répéter encore pour l'année prochaine. Donc, on est très ouvert à tout genre d'activités chez nous. Une politique culturelle, on a eu la création d'un comité. Puis on attend la mise en place d'une politique culturelle à suivre. Disons qu'on va attendre des recommandations, puis on va voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Un bulletin vert, on va avoir ça aussi en 2023, un peu grâce à l'expertise, puis aussi au dévouement du CCE, Comité consultatif en environnement, que ce bulletin-là va voir le jour, puis il va être aux 3 ou 4 mois, je crois, aux 3 mois. Donc, on va avoir un bulletin vert pour informer la population à tous les 3 mois. Les fleurons du Québec. La Corporation des fleurons du Québec a procédé au dévoilement de la classification. On a encore 4 fleurons, mais on a augmenté notre pointage, donc à suivre pour les prochaines années. Et puis, s'il y en a d'autres qui ont des bilans ou autres, là, disons que dans nos projets, peut-être, on verra. On a commencé plein de choses. C'est pas tout qui est terminé encore. Mais c'est sûr on va passer une résolution pour voir les intentions de la Caisse populaire, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur local, leur bâtisse. Disons que ça fait partie de nos plans à suivre. Le terrain de la commission scolaire aussi, on va voir qu'est-ce qui va s'en suivre de ça. Donc, on a un intérêt de ce côté-là aussi. L'embauche d'un directeur des travaux publics, on est là-dessus. On va en parler aujourd'hui dans notre ordre du jour. Et à suivre aussi pour nos projets en immobilier. On a notre couvent qu'on va essayer pas notre couvent, mais notre lieu, notre terrain où était le couvent. On va faire des suites à ça, puis on a hâte de voir où est-ce que ça va aboutir. On a autant les terrains d'un promoteur, M. Noël, puis d'autres terrains aussi qui sont zonés blancs. Donc, on a un potentiel. On a hâte de voir vers quoi qu'on aspire là-dessus. Puis, comme de raison aussi, on a notre dossier avec des GNE, où il faut trouver une voie de passage, régulariser la situation pour que tout fonctionne comme il faut à Saint-Cuthbert. Donc, merci au public d'avoir été là à la plupart de nos séances publiques qui étaient en personne. Merci aux conseillers, merci à l'équipe. Disons qu'on a une bonne équipe. On contribue tout le monde l'épaule à la roue pour tous nos dossiers. Puis à nos directeurs, nos 2 DG, merci beaucoup. Puis aussi, il ne faut pas les oublier, à tous les bénévoles qui sont à Saint-Cuthbert. Merci de votre contribution. Donc, on peut continuer. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à ajouter? Merci. Oui. Donc... Bonjour Yves, Bonjour, bienvenue de venir dans nos studios, ça fait longtemps oui, on ne s'était pas vu en présentiel, c'est toujours le fun. Ouais. Yves, on a recommencé la session parlementaire en septembre, c'est bien ça. Et avec les sessions parlementaires, avec le retour, entre guillemets, à la normale, il commence à avoir des missions, on pourrait dire, à l'étranger. Hein? Je pense que c'est un peu le rôle que le Canada joue dans... Bien, ça dépend. Oui, en fait, oui, c'est la reprise des missions à l'étranger parce que ça faisait 2 ans et demi qu'il n'y en avait pas. Alors, on avait parlé, je pense que j'étais allé en Afrique au mois de mai. Et là, je reviens de Thaïlande. C'est pas à porte, là? Non, c'est pas à porte. C'est un bon décalage horaire. C'est 12 heures à Taïwan et 11 heures en Thaïlande. Donc, c'est un horaire complètement inversé. Et puis, on était au Forum Asie-Pacifique. Donc, c'est les 28 pays qui entourent le Pacifique qui se rencontrent une fois par année et qui adoptent des résolutions pour orienter leurs décisions politiques. Des résolutions qu'ils espèrent présenter après ça dans leur parlement respectif, dans leur présidence ou dans des choses comme ça. C'est pas des choses extrêmement précises, c'est vraiment des orientations générales, mais effectivement, c'est pour harmoniser les politiques à travers chacun des pays. Il y avait différents ateliers sur le commerce, sur la sécurité, sur la collaboration entre les pays Asie-Pacifique, puis un sur le droit des femmes où j'ai eu le privilège de participer davantage.
Et c'était un peu surréaliste parce que c'était la première fois que j'avais à négocier des propositions avec des délégations étrangères, voilà. Et au Ghana, on avait fait plusieurs rencontres, mais c'était pas dans le cadre de négociations. Là, on a eu à négocier, entre autres, toute une journée avec la délégation russe. Oh! Et ça, je vous avoue que ça crée un certain malaise que les Russes soient présents. Oui, je suis d'accord avec toi. Je me suis même posé la question si on n'avait pas dû, en tout cas. Mais leur attitude, je vais te poser la question, parce que... est-ce qu'il était... on pourrait dire aussi arrogant qu'on pense, ou c'était... Oui. Non, mais je te pose la question, là, parce qu'il y a une arrogance. C'est drôle que tu le formules comme ça, parce que ce que j'ai dit à plusieurs personnes... Non, mais ce que j'ai dit à plusieurs personnes comme exemple, pour dire qu'est-ce que j'avais l'impression de vivre, puisque les Russes étaient assis en face de moi, en plus, je me sentais un peu comme dans un film de James Bond en 1975. Mon Dieu! Oui, OK, 80, là, dans la guerre froide, on s'entend. C'était très stéréotypé. Et évidemment, ces gens-là, ils ne vivent pas la même vie que nous du tout. Hein. Puis ils n'arrivent pas avec la même mission non plus. C'est plus ou moins une démocratie maintenant. On est tous conscients de ça. Alors, les gens avaient un mandat. Et les autres, entre autres, ils veulent maintenir la femme au foyer, dans un rôle traditionnel, ainsi de suite. Puis là, quand on vote des résolutions d'orientation, tu vas deviner rapidement qu'on s'est ostiné un peu. Bien, j'imagine. On a réussi à faire modifier pas mal de choses. On a réussi à inclure aussi des mentions pour la guerre en Ukraine. Oui, c'est ça, je m'en allais t'amener. Parce que s'ils étaient là, sûrement, tu sais, ça touche tout le monde. Là, on dira qu'est-ce qu'on voudra. Je regardais cette semaine, tu me parles tu travailles en agriculture et tout, puis que ça a parti, là, les bateaux, là, le transport des grains, puis tout ça. Puis ils ont encore mis des blocus, puis c'est encore été toute une chicane, là. Toute une affaire. Tu sais, ils veulent garder le contrôle, ils veulent se montrer bien beau, mais parce que d'un autre côté, quand tu viens peut-être de me présenter, de me parler, c'est que, à un moment donné, ils n'auront pas le choix, là. S'ils veulent vivre en société, s'ils ne veulent pas vivre juste entre eux autres, il va falloir qu'ils fassent des compromis. Et les compromis vont-ils arriver pour le vrai? C'est une bonne question, honnêtement. Une bonne question. Puis là, tu nommes les conteneurs, on pourrait parler du prix des engrais. Oui. Il y a une grosse partie de l'inflation mondiale qui est provoquée par le conflit ukrainien. Ils sont conscients de ça, j'imagine. Ben oui. Mais, alors, il faut que la pression politique, la pression diplomatique soit constante, ça vienne de chaque angle possible. Alors, même dans un atelier où on parlait des droits des femmes, moi, j'ai inclus, entre autres, une proposition qui condamnait les agressions des pays contre les pays voisins, qui étaient souverains et qui avaient des impacts sur les femmes. Évidemment, ça ne faisait pas leur affaire du tout. Non, j'imagine. Et comme les résolutions doivent être adoptées par consensus, il faut que tout le monde soit d'accord en bout de piste. Fait que c'était très long. Bon, ça a été un petit peu dilué, mais on a réussi quand même à adopter quelque chose d'intéressant là-dessus. Et un peu plus loin dans l'atelier, j'ai fait inclure aussi, quand on parlait de permettre aux femmes de participer pleinement à leur relance post-COVID, ça n'a pas passé. Ça a moins passé un peu. Là. La version finale est plus diluée, mais ce que j'ai apporté au début, c'est que pour participer à la relance post-COVID, les femmes doivent être en liberté. OK. Donc, ça signifie la fin de tout emprisonnement ou de détention arbitraire. Et là, madame, elle n'est pas contente. Non. Mais qu'est-ce que tu m'amènes là? Parce que je trouve ça passionnant, qu'est-ce que tu me dis? Tu sais, ces propositions-là qui sont amenées par toi ou par d'autres pays, là, on comprend que tu n'es pas tout seul. Est-ce que c'est Tu dis que je n'étais pas tout seul. Les autres pays... Puis j'ai eu ce retour-là des autres ateliers aussi dans lesquels j'étais pas, des autres délégués. Là. Ce qu'on a sorti, c'était vraiment la délégation canadienne qui amenait les propositions sur l'Ukraine. Qui l'idée? Là-dessus. Parce que les autres ne l'amenaient pas. Mais à partir du moment où nous, on le mettait sur la table, là, on avait l'appui. On avait l'appui de l'Australie, du Japon, entre autres. Bien, moi, la question que j'ai, ces propositions-là, les choses que tu apportes, ça a été discuté en comité ici à Ottawa. Tu n'arrives pas, tu sais, je veux dire, c'est pas vas-tu me dire, c'est Yves Perron que c'était sa table, puis dis-moi aujourd'hui. L'objectif de la mission, c'était vraiment de prouver que on est présent dans la région Asie-Pacifique. On sait que c'est une région qui a un très fort potentiel de développement. C'est une grosse partie de la population mondiale. Il y a plusieurs de ces pays-là qui sont en pleine phase de développement, là, qui ont du retard au niveau des droits de la personne, des droits de la femme, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on soit présent. L'idée de la délégation, c'était d'être présent là. Puis, évidemment, à chaque fois qu'on pouvait, c'était envoyer le message aux Russes que leur agression sur l'Ukraine, ça passe pas. T'sais. OK, je comprends. Puis, il faut qu'ils arrêtent. Donc, oui.
Voilà. On parle d'érosion des berges. Oui. Tantôt, je t'ai parlé qu'il y avait même un gros glissement de terrain, là, Oui. de perte de terrain à Sorel. Là, dans le Genre bout de du lac. choses qui vont se produire de Qui plus vont en plus, d'ailleurs. je sais que ça l'a cheminé. Hein? Je pense qu'il y a un comité maintenant qui est fait. Là. Ça, c'est vraiment le fun. Puis moi, je tiens là, à lever mon chapeau aux gens du milieu. Là. Entre autres, André Villeneuve, lieutenant de la Noret, là, qui a prêté, Instigé, ouais. puis qui a prêté les lieux de l'hôtel de ville pour réunir les groupes touchés, les personnes touchées au départ. Puis il y a eu une première rencontre où les gens ont discuté. Et là, il y a une autre rencontre qui est prévue bientôt. Il devrait y avoir la formation d'un comité citoyen. OK. Ça, si on se souvient, c'était un des objectifs de la première pétition. Ouais, ouais. Que faire une pétition, puis la déposer, puis se faire dire non, c'est beau, mais si on arrête là, il ne se passe rien. Fait que ça prend un comité citoyen. Et là, on va vraiment prendre le modèle, probablement, de la Rive-Sud avec le recours collectif. Okay. C'est du long terme, mais on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas gagné. OK. Là, ton intervention qu'on a vue, moi, on a passé ton intervention complète que tu as faite en chambre il y a 10 minutes, parce qu'on a vu Infoman qui ont pris 1 minute. Ouais, toi, tu as le 10 minutes. Ouais. Et tu parlais beaucoup, justement, de l'inflation, des prix des aliments et tout ça. Et pendant que tu étais parti, je te dirais, il y a eu des grosses polémiques là, concernant, ici, je ne sais pas si Thierry t'en a parlé un petit peu, de les profits, les profits, je ne dirais pas exorbitants, là, mais les profits élevés comme non justifiés. Ben, je ne veux pas dire que ce n'est pas justifié, mais tu es d'accord avec moi qu'on se pose des questions vraiment? On se pose des questions, et c'est correct qu'on se pose des questions. Puis je suis au courant de la polémique parce qu'elle est partie avant, elle s'est démarrée avant que je parte. Puis on a adopté au Comité permanent de l'agriculture agroalimentaire un projet d'étude. On va étudier cette question-là. Puis ce que je disais dans ces 10 minutes-là, c'est que je m'élevais en faux un peu contre la mauvaise politique, on va dire ça même. Le populisme. Oui, c'est ça. Les slogans faciles. Encore hier, là, les conservateurs, ils se lèvent en chambre, puis ah, le gouvernement maintient l'inflation parce qu'il fait de l'argent, puis nous, on s'occupe du pauvre travailleur. Ils répètent ça toute la journée, mais... Concrètement. Il faut défendre les travailleurs, mais amène quelque chose, tu sais. Oui. Puis des slogans, fait que là, ils sont dans une phase où ils répètent 3 fois, on a vu Infoman, là, bon. Mais ça doit être agressant. À un moment donné, c'est pour ça qu'à un moment donné, on stanne puis on leur dit d'arrêter de dire des mais tu comprends. La question, c'est qu'à un moment donné, tu sais, la première fois, tu dis, hey, c'est drôle, tu sais, ils disent toute la même affaire, ils font ça. Mais tu sais, si tu me dis que c'est répété, puis répété, puis répété. Oui, bien, ça s'est un peu calmé, là. Mais je te dirais qu'au lendemain de la diffusion de l'émission Infoman, j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'écoutait parce qu'il n'avait pas arrêté, tu sais. Mais, ils n'ont pas d'infoman du côté anglais. J'aurais aimé qu'ils comprennent le message plus rapidement parce que je trouvais que c'était un beau message. Mais au-delà de ça, ce que je disais dans ces 10 minutes-là, c'est autant le niveau du NPD, où là, on sort des... Tu sais, on dit c'est la sérafinflation, on sort des jeux de mots, puis on veut faire des clips, mais on peut-y travailler sur les questions de fond. Puis quand on me dit, moi, on va étudier la fixation des prix en épicerie parce que les PDG s'en mettent plein les poches puis qu'il y a de l'abus, tu peux pas dire ça dans un projet d'étude. Non. Il faut que tu dises, je vais aller étudier la fixation des prix pour voir s'il y a abus. Ouais, il faut qu'on travaille sérieusement. On est élu par la population pour régler les problèmes. C'est qu'il faut analyser vraiment qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Tu sais, je pas méchamment, là, mais parce que je sais. Tu sais, il y a la commission du lait, là, qui a augmenté. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, oui, tu sais, je ne vais pas dire que ça me dérange pas. Si on comprend qu'à la ferme, il peut y avoir des augmentations de coûts. Mais c'est un peu comme avec le pétrole. Si au bout de l'année, on se retrouve avec des augmentations parce que le distributeur, lui, décide de s'en mettre plus puis d'en profiter, c'est un petit peu ça qu'on veut avec le pétrole aussi. Là. Bien, le pétrole, beaucoup. Là. Les marges des pétrolières, c'est flagrant. Là. Ça, c'est un scandale éhonté. Là-dessus, on ne fait rien. Il y a un problème. Il faut aller voir. À l'épicerie, peut-être qu'il y a de l'abus. On travaille actuellement sur établir un code de conduite aussi entre les fournisseurs et les détaillants. Les négociations sont en train de se terminer, là. Puis la ministre devrait arriver avec quelque chose, des propositions qui vont s'en venir pour établir un code parce qu'il y avait de l'abus dans les pratiques commerciales. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu par tous au Parlement? Est-ce que tout le monde regarde ça et dit que ça n'a pas d'allure? Ou c'est. Bien, avant de dire que ça n'a pas d'allure, pour pour les prix de l'essence, là. C'est évident. Mais évidemment, les conservateurs ne diront pas ça. Les conservateurs vont dire que le gouvernement doit enlever ses taxes pour qu'on baisse le prix. Mais si on enlève la taxe, les raffineries vont prendre l'espace. Mais quand on revient à l'épicerie, puis ce que je voulais nommer tantôt sur le NPD, c'est que c'est pas mieux non plus de dire que les méchants PDG sont tous méchants. Il faut étudier les questions de fond.
Puis c'est ça notre travail. C'est ça. C'est ça notre travail. Mais c'est sûr qu'on va aller la voir, la question. Puis c'est important aussi de protéger notre population sur la fixation des prix. Parfait, c'est ça. Oui. C'est ça. L'énoncé économique d'hier, c'est encore des annonces recyclées. Tu sais, on a voté des choses il y a 2 semaines, puis hier, on disait ça comme si c'était une nouvelle mesure. Il n'y a rien de nouveau. C'est des petites mesures. Tu sais, on enlève l'intérêt sur les prêts étudiants pour le fédéral, donc ça ne touche même pas le Québec. Puis on va verser de meilleurs remboursements là, pour la TPS. Mais on a décidé ça le mois passé. Puis là, on me répète ça. Puis c'est comme dans des programmes, on va annoncer des programmes. Bon, je vais parler d'agriculture, c'est le dossier que je connais le plus, mais mettons pour des rénovations de fermes, des choses comme ça. Puis là, on ne met pas les structures en place. C'est très, très long à accepter les gens. Puis on se rend compte que sur un programme de 3 ans, après 1 an et demi, c'est pas la moitié de l'argent qui est dépassé, là. Il a dépensé 10 de l'argent. Fait qu'après le 3 ans, ils réannoncent le même montant. Puis là, ils ont l'air bien fins, mais dans le fond, il ne se passe pas grand-chose. Puis il y avait des urgences pour l'énoncé économique. T'sais. Moi, j'ai des attentes précises dans le dossier agricole, évidemment, pour les compensations pour les gens sur la gestion de l'offre. D'ailleurs, les débats de la version 2.0 du projet de loi pour protéger la gestion de l'offre va commencer le 16 novembre. OK. La première heure de débat. Puis on devrait avoir un vote là, quelque part au début de février là-dessus. Mais est-ce que les agriculteurs ont déjà... Ça avait été long, là. Je me souviens quand il y a eu les chèques vont rentrer puis ils n'ont jamais rentré. Ben, en fait, c'est encore le cas? Il y a encore ils ont été chèques? compensés pour l'accord avec l'Europe puis le partenariat transpacifique, mais pas pour l'accord États-Unis-Mexique. Ça n'a pas été réglé encore? Non. Puis la promesse qu'on a eue, je ne sais plus combien de fois, mais un maudit paquet de fois, c'est à la mise à jour économique de l'automne. Puis on vient de la passer. Là, c'est l'énoncé économique. Là, il y a encore un petit peu d'espace pour faire des annonces, mais dépêchez-vous, parce que, tu sais, les engagements, c'est ça, puis nos producteurs sont tenus d'attendre, puis ils ont besoin de se préparer à la concurrence déloyale qui va rentrer de l'étranger. Okay. D'autres déceptions pour l'énoncé économique, c'est les pensions de vieillesse. C'est pas réglé encore. Le nombre de fois qu'on a parlé de ça, Daniel. Oui. Moi, à chaque fois que je me lève en chambre, que je peux le plugger, je le plug. 65 ans et plus, on dit aidons les gens à faire face à l'inflation. Bien, une façon, c'est d'augmenter les pensions de vieillesse. Ça n'a pas les transferts en santé qui ne sont pas là non plus. Non plus. Le système de santé, il y a des urgences. Non seulement les urgences sont pleines, il n'y a même plus de place dans le corridor. Tu sais, à un moment donné, on va faire quoi? La moitié de notre portefeuille est à l'autre bord de la rivière. Vous savez que je veux faire l'indépendance du Québec. Il y a une publicité présentement là, qui se passe avec les provinces en disant que le financement est à 22 Ils ont actuellement, ils ont une belle cohérence, les 10 provinces. Le problème, c'est les 9 provinces et le Québec, que j'aime mieux dire. Là. Le problème, c'est que souvent, le fédéral, par en arrière, va aller faire une entente à la pièce avec l'île du Prince-Édouard, avec le Nouveau-Brunswick, pour briser le Front commun. Oui, c'est ça. Puis là, l'autre, il se dit, OK, mais là, finalement, on finit pas par avoir. C'est ça, qu'est-ce qu'on Mais veut. est-ce que c'est normal de toujours devoir lutter pour avoir notre... Toujours se battre. Non, mais c'est notre... On peut-tu avoir notre budget, puis gérer? Puis ça veut pas dire que ça serait parfait. Mais au moins, ça sera de notre faute, tu sais. Oui. À la place d'être la faute du méchant fédéral. À un moment donné, c'est ce fonctionnement-là. Puis là, ce qu'on se fait dire, là, c'est la même chose sur l'immigration. Ce qu'on se fait dire, c'est on va fixer les conditions. Vous voulez de l'argent, mais il va y avoir des conditions. Ils n'ont pas d'affaire à donner des conditions. C'est une juridiction du Québec. Okay. C'est l'argent des Québécois, des Québécois. C'est ça. Fait que c'était bien décevant hier pour terminer sur l'exercice. Puis... le NPD est toujours chummy, comme on dirait. Parce que, tu sais, on en a parlé. Je me souviens quand on a parlé au mois d'août. Puis, tu sais, je me souviens qu'avec Yves-François aussi, on disait attendez-vous, les ententes vont-tu finir? Pas parce qu'on voulait qu'on retourne en élection, mais ton feeling, c'est que 2023, ça peut être une année charnière, il va se passer quelque chose? Ou... Ça, c'est bien dur à dire, tu sais, mais. L'entente est jusqu'à 2025. Moi, je serais surpris qu'on dure jusqu'à 2025, mais tant mieux si c'est le cas. Parce que même faire des élections, ça coûte de l'argent. Mais dans l'intervalle, c'est pas des alliances comme ça qu'il faut faire. Là, l'alliance, là, je vais vous dire que ça a donné hier, énoncé économique, là. Les gens du NPD ont dit, le gouvernement, il fait rien, ça n'a pas d'allure, ils sont irresponsables, ils n'aident pas monsieur, madame, tout le monde. Puis là, la semaine prochaine, ils vont voter pour. C'est ça qu'ils vont faire. Fait que... On peut soit écouter ce qu'ils disent ou regarder ce qu'ils font. Moi, je suggère aux gens à la maison de regarder ce que les politiciens font plutôt que de juste écouter ce qu'ils disent parce qu'ils
ça n'arrive pas souvent qu'ils disent qu'est-ce qu'ils font. Que nous, on va faire ce qu'on dit. OK. Puis, c'est pas satisfaisant pour nous. T'sais. Puis au niveau conservateur, M. Poilievre est toujours aussi fin? Ben, c'est pas un gars qui est méchant. Non, mais je veux dire... Mais l'attitude politique, puis l'arrogance, oui, puis répéter 3 fois les mêmes choses, puis dire les mêmes slogans toute la journée, c'est pas mal depuis que c'est lui qui est le chef. Là. Ouais. On verra ce que ça va donner. J'espère qu'à un moment donné, on va se moduler pour être une opposition intelligente. Là. Je suis un gars bien optimiste, mais bon. T'es bon. Ouais. Bon, on te remercie beaucoup de ta présence. On est au début novembre. On espère te revoir au mois de décembre, faire un petit bilan de l'année. Bien sûr. Venir nous parler de ce qui se fait, puis peut-être on va avoir eu des développements là, sur plein de petits sujets, puis tout ça. Je te remercie. Ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci. Je suis en compagnie de Mme Francine Vandelac. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'accepter de nous faire une entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je viens de découvrir une personne extraordinaire en voyant vos œuvres. Et, comme je disais tantôt, moi, étant jeune, j'ai fait les fameux cours d'économie familiale. On apprenait à faire du tricot, on apprenait à faire des choses comme ça. Et je m'aperçois que vous avez amené ça à un autre niveau, à une autre façon de... D'ailleurs, je détestais ce qu'on nous faisait faire à la petite école. J'avais jamais fini à temps parce que c'est tellement laid ce qu'on nous faisait faire. Mais c'était tellement conforme, tu sais, je vous dirais, votre esprit créatif. Tu sais, une paire de bas, y a-t-il quelque chose de créatif dans ça? Non. Alors, c'est ça. En fait, je me suis servie de toutes ces techniques anciennes qui existent depuis très, très, très longtemps. Et j'ai décidé d'en faire des vêtements mode. Oui, c'est ça. Alors, pour moi, c'était de redonner au tricot ses lettres de noblesse. Je l'ai sorti de l'économie domestique. On en faisait des trucs, des foulards, des mitaines, des bas, mais moi, j'ai décidé d'en faire des robes, des maillots de bain, des manteaux, en fait... tout ce qu'on peut faire en tissu, je le faisais en tricot. Dans le tricot. Oui. Et la réception, parce que c'est sûr que moi, j'ai moins connu, on pourrait dire, cette période-là, mais vous, quand vous arriviez avec vos créations, avec vos shows, est-ce que les gens, je vous dirais pas, vous traitaient de folle? Je ne veux pas dire le terme folle, là, je veux dire, est-ce que l'acceptabilité était facile à avoir? Oui, parce qu'on est au milieu des années 60. On sort de la Révolution tranquille et tout est permis. C'est une explosion. On sort de nos carcans, là, et donc les couleurs explosent. On peut à peu près tout porter. La mini-jupe arrive. Donc, à ce moment-là, c'était très, très bien reçu parce qu'on sortait des sentiers battus. On sortait d'une période... un petit peu plus sombre, même au niveau mode, là. Et ce que je faisais, c'était nouveau, parce que des robes en tricot, des maillots de bain, des trucs comme ça, personne n'avait fait ça encore à date. En tout cas, pas ici, au Québec. Pas ici, au Québec. Pas ici, au Québec. On n'a pas de réseaux sociaux dans le temps, on n'a pas d'Internet, on n'a rien de ça. Alors, ce qui se faisait peut-être avec Missoni en Italie ou Sonia Riquel à Paris, on ne le voyait pas tellement, à part d'acheter un magazine et encore. Hein, c'est pas comme aujourd'hui, là, c'était pas comme ça. Alors, c'est sûr que ça a été très, très bien reçu, même au-delà de mes espérances, parce que à certains moments, je ne suffisais pas. C'est sûr que c'est pas moi qui m'assoyais pour les tricoter. J'avais des ouvrières, j'ai eu jusqu'à 65 tricoteuses ouvrières, là, à un moment donné, quand je vendais à travers le Canada et les États-Unis, mais je devais les créer, ces vêtements. Oui, c'est ça. Et tout était fait main, là. Tout était fait main. C'était tout fait main. C'était vraiment... Fait main ou c'est sur des petites machines artisanales, là, où on passait le chariot pour chaque rang, qui faisait le tricot à l'aiguille. Mais quelquefois, même à l'aiguille, souvent, c'était fait main aussi. Je regardais tantôt, j'ai fait un petit peu le tour de l'exposition. On regardait les motifs. Est-ce que c'était quelque chose que vous dessiniez? Est-ce que vous faisiez comme un plan de travail, puis par la suite, vous disiez, bon, il faut que ça ressemble à ça? Ou... Oui, c'est-à-dire que j'avais les modèles dans ma tête, j'avais même pas le temps de les dessiner, ça allait trop vite. Alors, je faisais le patron, donc, je sais pas, une robe, le dos, le devant, les manches. Je faisais un petit échantillon du motif que je voulais avoir.
savoir. Parfois, je créais le motif. Et là, la tricoteuse venait, parce que souvent, elle travaillait de chez elle. C'est des femmes qui avaient des enfants à la maison, qui ne pouvaient pas aller travailler à l'extérieur. Donc, elle venait chercher le travail. Je leur expliquais quoi faire. Elle repartait avec ça. Elle tricotait les morceaux. Elle rapportait ça à l'atelier. Et on faisait toute la finition en atelier. Tout l'assemblage, autrement. Tout l'assemblage. Tout l'assemblage. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la pièce d'à côté, ce qui était peut-être mon bureau à l'époque, si vous retournez, vous allez voir beaucoup d'échantillons de pointes de tricot. Vous les avez vus? Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Je faisais des petits échantillons et avec ce qui m'est resté, parce que je ne les ai pas tous accumulés en 50 quelques années, j'en ai fait un petit montage là, pour l'exposition. C'est très, très bien. Par la suite, vous avez créé, on pourrait dire, vous avez exprimé votre art, plus dans, on pourrait dire, dans l'artistique, plus dans le tableau et tout. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? OK. J'avais d'abord, en 63, commencé un cours en design d'intérieur. J'ai fait par la suite, en auditeur libre, un cours en histoire de l'art aussi. J'ai toujours soif de savoir. Je n'aime pas suivre un cours de façon conventionnelle et m'asseoir faire un examen. Je déteste ça, mais je veux apprendre. Ouais. Alors, j'ai suivi beaucoup de cours à gauche et à droite pour moi, pour connaître des choses. Et dans les années 70, est venu à la mode ces grandes tapisseries qu'on mettait sur le mur avec des laines qui pendaient de partout. Et comme j'étais dans ça, je travaillais avec la laine, avec différentes fibres, m'est venu le goût d'utiliser ces fibres-là pour en faire des objets décoratifs. Alors, j'en ai fait presque tout le long des années 70, dont des grandes pour des endroits publics, et j'ai fait plusieurs expositions à l'époque. Alors, je marchais parallèlement la mode et les tapisseries. Et dans les années 2000, j'ai travaillé en galerie d'art, donc j'étais en contact avec beaucoup de grands artistes, comme Marie Lepel, Jean-Paul Lemieux, tout ça. J'ai monté des expositions beaucoup et j'ai toujours fait un peu de peinture et donc j'ai décidé à ce moment-là de combiner la peinture et le textile. Alors, il y a toujours en moi ce côté mode et ce côté décoration intérieure. Là, alors, parfois, à certains moments dans ma vie, j'ai fonctionné un peu avec les deux parce que même, oui, je fais des tableaux, mais dans mes tableaux, il y a un mélange de textile, de peinture, d'acrylique. Bon, ça représente aussi, c'est une robe. Non, c'est pas une robe, c'est un corps de femme. Moi, je lui ai donné la forme d'une robe, mais c'est pour imager un certain état d'être chez la femme. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Denis tantôt, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 1 an que vous préparez l'exposition. Ça fait 3 ans qu'on en parle et ça fait 1 an qu'on travaille dessus intensément. C'est beaucoup de travail, une exposition comme ça. Qu'est-ce qui vous a, je veux dire, motivé ou quand vous avez eu la première proposition et vous dire, moi, dans un musée, dans une exposition, être l'objet de ça, est-ce que c'était quelque chose qui était, je venais de dire correct ou comment je pourrais dire, pour vous c'est un honneur, pour vous c'est quelque chose qui dit oui, je veux laisser un legs de... C'est sûr qu'en 2014, le Musée de la mode à Montréal m'avait fait une exposition, mais il s'en était tenu aux années 70 seulement. C'était juste les vêtements. Parce que moi, j'ai été un temps, là, tous les années 80, j'étais sortie de la mode complètement. Là. Mais c'est ça, avec cette exposition au Musée de la mode en 2014, ça a comme brassé des choses chez moi. Ben oui, c'est quand même pas si pire ce que j'ai fait. Et en 2016, j'ai refait une petite exposition lors des Journées de la culture dans les Laurentides. Et en septembre 2019, j'ai fait un rêve. C'est vrai, c'est ce que j'ai raconté hier. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je voyais dans cette salle ici une exposition rétrospective, mais un survol de ma carrière. Et quelques semaines après, je croise François Renaud lors d'un vernissage au Musée McCord et je lui raconte mon rêve. Et il y a cru à mon rêve. Alors, bon, il a été obligé de tricoter serré avec les aléas de la pandémie. C'est sûr qu'à cause de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont retardé, qui ont été reportées, mais finalement, 3 ans plus tard, le rêve est devenu réalité.
C'est ça. C'est un de vos rêves. Oui. Votre prochain rêve, c'est quoi? On a vu la pièce que vous avez faite à l'entrée, là, qui est magnifique. La Femme des Glaces. La Femme des Glaces. Mais j'imagine que votre Ah, imagination continue, là, vous continue toujours. Oui. Vous avez-vous d'autres idées d'à quoi il faut s'attendre de votre part? Les idées sont là. Pour l'instant, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. On a travaillé très fort pour monter cette expo. Il faudrait qu'on se reparle dans quelques mois. Je pourrais vous dire où j'en suis, parce que là, je ne veux pas faire de projet pour l'instant. J'avais dit à Philippe, au tout début, c'est mon dernier tour de piste. Il m'avait dit, comme je connais Mme Vandelac, ça me surprendrait. Oui, c'est ça, oui. Alors là, j'ose pas rien dire. Pour l'instant, j'ai juste besoin de digérer tout ça. De savourer aussi. De savourer aussi. C'est quand même, c'est comme, ça brasse un peu d'émotion quand même. Oui, oui. À chaque fois qu'on retourne en arrière dans une vie, là, aller brasser 58 ans de carrière, ça nous ramène à différents moments de notre vie. Et puis, bon, il faut être capable de savourer tout ça. Puis on verra. On se reparlera peut-être dans quelques mois. Dans je pourrais quelques vous dire mois. où j'en suis avec mes projets, puis mes idées, puis mes créations. En tout cas, félicitations. Je trouve que c'est une inspiration. Comme je disais tantôt à M. Denis, on a le goût de toucher, on a le goût de prendre. Il ne faut pas. Non. Ben, je veux dire, c'est magnifique. On va inviter les gens à venir voir ça. Merci beaucoup. Ça Merci. m'a fait plaisir. Merci. Je suis en compagnie de M. Philippe Denis, qui est le commissaire pour l'exposition sur Mme Vandelac. C'est tout un honneur pour vous, premièrement, de faire ça. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Je vais prendre la première question. On voit des belles pièces ici. Est-ce que ça vous a conforté dans votre admiration? Parce que quand on lit vos commentaires, c'est de l'admiration là, pour madame. En fait, ça m'a apporté la possibilité de rencontrer une créatrice, une entrepreneuse de mode, une femme exceptionnelle. De partager pendant presque un an, en fait, l'exposition du début à ce que vous découvrez aujourd'hui, c'est une année où on a vécu dans une grande proximité. Donc, je voulais partager justement ces échanges que j'ai eus avec Mme Vandelac. Ne pas les conserver pour moi, la faire découvrir et amener finalement les publics dans cet univers. Donc, la présenter et après parcourir avec elle les différentes décennies. Et on n'est pas dans une exposition chronologique, on est vraiment dans une découverte de, comme je vous disais, de cette femme, de cette entrepreneuse, de ses préoccupations anciennes, actuelles et futures, qui sont là finalement pour construire demain. En fait, chacun à la suite de l'exposition est amené à continuer, à rêver. Et pour justement faire avancer les choses, faire rayonner finalement la mode, faire rayonner le territoire, le terroir du Québec, et puis continuer à construire tout le monde ensemble. C'est ça. C'est sûr que madame, elle est partie, comme on disait tantôt, d'entrepreneur, de créatrice de mode et tout. Elle était très connue, elle a pris ses propres entreprises. Et ça l'a amené à être, je veux dire artiste, mais dans le sens à présenter de devenir artiste professionnel, à vraiment, comment qu'on pourrait dire, à élargir son champ d'action. Vous vivez ça comment? Parce que vous êtes plus dans la mode, vous vous dites oui, c'était un cheminement normal qu'elle aurait dû avoir, elle a dû avoir, ou vous vous dites, je dirais pas quel gâchis, mais tu sais, je sais pas si vous comprenez ma question un petit peu, oui? Mais en fait, je vous dirais, le parcours de Mme Vandelac, c'est un parcours d'une femme qui a dépassé les limites, qui est allée au-dessus des limites qu'habituellement on impose ou qu'on s'impose soi-même. Elle a défoncé finalement des murs. Alors, d'être arrivée à être artiste, non. Elle a toujours voulu créer au sens large du terme. C'est vraiment ça, c'est de construire un monde. Okay. Et c'est ce monde-là que, justement, on est appelé aujourd'hui à découvrir, que ce soit par ses œuvres ou ses vêtements. C'est ça. Donc, la mode, on pourrait dire de définition, tu es un artiste, parce que, je veux dire, on peut comparer ça à des grands créateurs de mode. Donc, c'est de la création. C'est vraiment, pour vous, une autre façon de s'exprimer. Donc, c'est parce que tu portes les créations alors que tu accroches un tableau. Mettons, si on fait... La mode est un art total.
totale dans la mesure où finalement elle demande d'avoir des compétences, certes en commercialisation, en gestion, mais également de comprendre le monde dans lequel on vit et le transposer dans les vêtements, dans les accessoires. Donc, et c'est un art que l'on porte au quotidien. Et que chacun, finalement, peut s'approprier la mode. Oui, on en parle souvent comme étant seulement le vêtement. Non, non, c'est une façon d'être, c'est une manière d'être. Donc, c'est un univers complet qu'un créateur de mode, qu'une créatrice ici a créé et dans lequel, finalement, certains mécènes se sont reconnus, certains consommateurs, consommatrices se sont reconnus et ont décidé, finalement, de porter. Parfait. Vous m'avez dit que ça a pris 1 an là, de travail, 1 an de construction, de planification. Les choix doivent avoir été difficiles. Les choix doivent avoir... Dans le sens que l'horreur, bon, c'est ça. Je veux dire, on est vraiment ici avec, on pourrait dire vraiment des robes de gala, des robes de soirée et tout, mais elle a fait de tout. Là. Tantôt, on a vu des chandails, on a vu plein de choses. Donc, ça devait être difficile de faire un choix. C'est extrêmement difficile de faire un choix. Difficile dans la mesure où on travaille justement. Ici, je travaillais directement avec la créatrice. Ce sont tous ses enfants, ce sont tous ses créations. Et là, je viens lui dire, non, cette robe ne sera pas dans l'exposition parce qu'elle ne correspond pas au thème que l'on veut aborder ou on n'a juste pas l'espace physique pour rentrer le vêtement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est des choix qui sont déchirants. Malgré tout, une bonne exposition, habituellement, c'est 60-65 entrées. Donc, vêtements ou tenues qui sont présentés, on est rendu au-dessus de 70. Donc, on ne s'est pas limité. Hein. Donc, quand je dis on, c'est vraiment un travail collectif avec Mme Vandelac qui a été réalisé. Donc, ça a été, oui, des choix déchirants, des choix éditoriaux qu'il a fallu faire. On aurait aimé ça en présenter encore plus. On aurait pu en présenter encore plus. Malheureusement, on n'a pas eu cette possibilité. Mais le public, les publics vont découvrir, je pense, un très bon portrait donc, de ses collections, de sa personnalité. Donc, en fait, on a des vêtements qui datent de ses tout débuts jusqu'aux dernières créations. Donc, c'est vraiment un portrait global qui nous est présenté au Centre d'art Diane Dufresne. C'est très, très bien. En résumé, justement, vous parlez de la relation. Est-ce que votre expérience comme commissaire dans ce type de présentation-là, c'était enrichissant, glorifiant? Comment qu'on pourrait faire une conclusion sur cette expérience? Une expérience fabuleuse parce que c'est aller à la rencontre d'une créatrice fabuleuse. Donc, c'est autrement pas moi qui va me plaindre d'avoir eu la possibilité de travailler avec Mme Vandelac. Parce que justement, et je la remercie justement pour sa générosité, pour m'avoir permis, parce qu'elle aurait pu faire un autre choix, mais c'est moi qu'elle est venue chercher pour justement être le commissaire de son exposition et c'est un énorme privilège d'avoir eu l'opportunité de la côtoyer. Et j'ose croire, je croise les doigts que finalement, on aura l'opportunité encore, ne serait-ce que d'aller prendre un café et de continuer encore à échanger sur son univers, sur sa façon de voir les choses. Vous me parliez tantôt qu'il y avait eu des choix difficiles en terminant. Est-ce qu'on peut s'attendre à une exposition 2? On a eu Vandelac 1, Vandelac 2. Ça serait-tu dans des projets? Ça serait-tu des choses qui pourraient être réalisables? C'est une bonne question. S'il y avait une deuxième exposition, on partirait, mais complètement dans une autre direction. Là, on est parti vraiment... je voulais parler de mode, je voulais parler de la femme entrepreneuse, je voulais parler de ses préoccupations en tant que femme et des autres femmes aussi qui l'ont côtoyée, qui l'ont supportée. Ma foi, j'aurais peut-être tendance à aller de ce côté, développer encore plus. Elle a eu des femmes exceptionnelles qui ont cru en elle. Je pense à Michèle Boulanger-Bussière, je pense à Iona Monahan, qui était une grande journaliste au Québec, donc journaliste de mode. Je pense à Marie Laframboise, qui a participé justement au concours musical du Canada, qui a participé au développement de la station de ski du Mont-Gabriel. J'aurais envie que le public découvre ces femmes, comme moi j'ai eu l'opportunité de les découvrir à travers leurs vêtements, à travers les anecdotes que Mme Vandelac m'a racontées et à travers beaucoup de journaux aussi, les journalistes qui s'étaient intéressés justement à ces femmes. J'aimerais ça que le public ait l'opportunité de rencontrer ces grandes dames qui ont formé
qui ont forgé le Québec d'aujourd'hui. Bon, ben je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bye.